Et pour parler davantage de ce sujet, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne madame Nihal El-Shafei, chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Bonjour madame. Bonjour. Alors madame Shafei, j'aimerais commencer par les déclarations d'hier de Donald Trump, le président américain, qui a estimé qu'il existait encore de très bonnes chances de parvenir à un accord avec l'Iran, bien sûr, sans avoir à reprendre les hostilités, bien qu'il eût annoncé en même temps l'annulation d'une attaque prévue mardi à la demande des dirigeants du Qatar, d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Comment vous voyez ces déclarations? Alors, au début, je pense qu'il faut éviter une lecture superficielle ou strictement déclarative des propos de Donald Trump. Parce que ce que nous observons aujourd'hui relève davantage d'une stratégie de négociation sous pression que d'un simple changement de position. Ce qui est intéressant dans les déclarations récentes de Donald Trump, c'est précisément leur apparente dualité. D'un côté, il affirme qu'il existe une très bonne chance d'aboutir à un accord avec l'Iran et explique avoir suspendu une attaque militaire prévue afin de laisser une marge aux discussions diplomatiques. Mais de l'autre, il insiste simultanément sur le fait que l'option militaire reste pleinement disponible et que les forces américaines demeurent prêtes à intervenir si aucun accord jugé acceptable n'est trouvé. Autrement dit, nous sommes face à une logique très caractéristique de la méthode de Trump. C'est ouvrir une fenêtre diplomatique tout en maintenant une pression maximale sur l'adversaire. Ce n'est ni une logique de guerre immédiate, ni une logique de compromis inconditionnel. C'est une donc stratégie qui consiste à négocier à partir d'un rapport de force. En réalité, Trump cherche probablement à envoyer plusieurs messages simultanés. Premièrement, un message à l'Iran, que la porte de la négociation reste ouverte, mais le coût d'un refus pourrait être extrêmement élevé. Il s'agit ici de créer alors une forme de pression psychologique et stratégique afin d'inciter Téhéran à davantage de flexibilité sur les dossiers sensibles, notamment les garanties nucléaires et sécuritaires. Deuxièmement, un message à Israël et aux partenaires régionaux du Golfe, que Washington n'abandonne pas la logique de dissuasion et reste engagé dans la sécurité régionale, même s'il privilégie encore une solution diplomatique. Oui. Alors, Madame Shafei, bien sûr, vous venez de parler, bien sûr, de tous ces points concernant les négociations. Alors, pourquoi il persiste toujours ce blocage en ce qui concerne les négociations? Et quels sont les principaux points de désaccord entre les deux parties, entre l'Iran et les États-Unis? En effet, si l'on regarde la situation de manière plus large, on constate que le problème dépasse largement la seule question nucléaire. Bien sûr, le programme nucléaire iranien reste le cœur visible du différend, notamment autour du niveau d'enrichissement de l'uranium, des mécanismes de contrôle et des garanties internationales. Mais concrètement, les négociations sont aujourd'hui bloquées parce que les deux parties n'ont ni les mêmes priorités ni la même lecture des risques. Du côté américain, l'objectif est relativement très clair. C'est empêcher toute capacité qui pourrait rapprocher l'Iran d'un seuil nucléaire militaire, tout en limitant ce que Washington considère comme une influence régionale déstabilisatrice. Cela inclut évidemment la sécurité régionale, la protection des alliés américains au Moyen-Orient et la liberté de navigation dans les espaces stratégiques. Il y a quelque chose de très important encore. Que du côté des États-Unis, la priorité absolue reste d'empêcher toute évolution du programme nucléaire, mais aussi plus largement sur des garanties liées à la sécurité régionale. Autrement dit, que la ligne rouge américaine consiste à éviter toute situation qui pourrait être perçue comme un changement majeur du rapport de force sécuritaire au Moyen-Orient. Tandis que du côté de l'Iran, la logique est sensiblement différente. Téhéran considère comme ligne rouge toute tentative perçue comme une remise en cause de sa souveraineté, de sa capacité technologique ou de ses intérêts sécuritaires. L'Iran insiste ainsi sur la levée effective et crédible des sanctions économiques, sur la reconnaissance de son droit à développer un programme nucléaire civil et sur des garanties politiques contre toute pression ou changement unilatéral des engagements. Il faut aussi comprendre qu'au-delà du nucléaire, il existe une dimension symbolique et politique.
pour Téhéran, céder excessivement peut être interprété comme un affaiblissement stratégique, tandis que pour Washington, un compromis jugé trop souple peut être perçu comme un risque sécuritaire accru. Oui. Donc, au fond, nous sommes face à deux logiques de sécurité qui se confrontent. D'un côté, une logique de contrôle et de limitation, et de l'autre, une logique de souveraineté et de reconnaissance stratégique. Oui, alors, Et c'est précisément cette avec la difficulté à persistance... concilier sécurité et crédibilité politique Oui. qui explique aujourd'hui la persistance du blocage diplomatique. Alors justement, avec la persistance ou avec ce blocage qui persiste encore et avec ces points de désaccord qui existent toujours entre les deux parties, quels sont les principaux scénarios envisagés pour le futur? Je pense que nous sommes aujourd'hui à un moment très charnière parce que plusieurs trajectoires restent ouvertes simultanément et c'est précisément ce qui rend cette crise aussi complexe et imprévisible. Le premier scénario est probablement le plus souhaitable, serait celui d'un retour progressif à une dynamique diplomatique, même limitée. Cela ne signifie pas nécessairement un grand accord spectaculaire, mais plutôt des arrangements partiels, des mécanismes temporaires, ou une réduction progressive des tensions destinées à éviter une confrontation coûteuse pour toutes les parties. Le deuxième scénario serait celui d'une confrontation indirecte prolongée. Et à vrai dire, c'est peut-être le scénario le plus possible. À court terme, nous pourrions assister à une intensification des pressions politiques, des démonstrations militaires et encore des rivalités d'influence et des tensions sécuritaires, sans pour autant basculer vers une guerre ouverte. Enfin, il existe un troisième scénario plus structurel et plus profond, celui d'une reconfiguration géopolitique du Moyen-Orient. Une crise prolongée pourrait accélérer alors la recomposition des alliances, renforcer certaines coopérations sécuritaires, modifier les calculs stratégiques régionaux et redéfinir les équilibres de puissance. Oui. Mais j'aimerais aussi insister sur un point très essentiel. Dans les relations internationales, même lorsque le discours paraît extrêmement dur, la diplomatie disparaît rarement complètement. Très souvent, les périodes de tension maximale sont aussi des moments où les canaux discrets de négociation continuent d'exister. Donc, à mon sens, la question aujourd'hui n'est pas seulement de savoir si la crise va s'aggraver, mais surtout quelle forme prendra la prochaine phase du rapport de force régional. Confrontation contrôlée, compromis progressif ou transformation plus profonde des équilibres du Moyen-Orient. Oui. Alors, Madame El Shafaei, en cas d'une éventuelle escalade, et on vient de voir hier M. Trump qui parlait qu'il pensait reprendre en fait les frappes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on doit s'attendre alors à ce moment? Je crois qu'il faut comprendre qu'une éventuelle escalade ne serait pas une crise limitée à deux acteurs. Elle aurait des répercussions systémiques sur l'ensemble de la région, même bien au-delà du Moyen-Orient. Sur le plan sécuritaire, une montée des tensions fragiliserait davantage un environnement régional déjà extrêmement sensible. Les États du Golfe suivraient naturellement la situation avec beaucoup d'inquiétude parce qu'une dégradation sécuritaire affecterait directement les infrastructures énergétiques, les routes commerciales et la perception générale de stabilité régionale. Il existe encore un impact maritime extrêmement important. Toute perturbation réelle ou même perçue des routes maritimes stratégiques, particulièrement autour du détroit d'Ormuz, aurait des conséquences immédiates sur les coûts d'assurance maritime, les flux commerciaux et la fluidité des approvisionnements énergétiques internationaux. Il existe l'effet économique mondial qui serait potentiellement significatif. Les marchés énergétiques réagissent généralement très rapidement aux crises géopolitiques. Même sans interruption physique majeure, une hausse du risque perçu peut suffire à provoquer des tensions sur les prix du pétrole, à accroître la volatilité des marchés et à alimenter des inquiétudes inflationnistes dans plusieurs économies. Mais il y a aussi une dimension stratégique plus profonde. Une crise prolongée pourrait pousser plusieurs acteurs régionaux à redéfinir leurs priorités sécuritaires, à renforcer leur alliance ou à réviser leur politique de défense et de partenariat. Autrement dit, le véritable risque n'est pas seulement militaire,
il est aussi géopolitique, économique et structurel. Oui. Une escalade prolongée pourrait progressivement transformer les équilibres régionaux et accélérer une recomposition stratégique du Moyen-Orient. Mhm. Alors, vous venez de parler, vous avez avancé comme un des scénarios envisagés, une confrontation indirecte entre les deux parties et des pressions, bien sûr, des deux côtés. Alors, à quoi on doit s'attendre à ce moment? Alors, il faut éviter deux lectures extrêmement de la situation. D'un côté, considérer qu'une guerre inévitable et de l'autre, croire qu'il ne s'agit que d'une simple rhétorique politique. En réalité, nous sommes probablement dans une zone intermédiaire, beaucoup plus complexe et plus fragile. Aujourd'hui, ce que nous observons ressemble davantage à une logique de pression stratégique réciproque. Chaque acteur cherche à renforcer sa position, à envoyer des signaux de fermeté, à améliorer son pouvoir de négociation. Les États-Unis cherchent à maintenir une posture de dissuasion crédible. L'Iran tente de démontrer sa capacité de résistance et de nuisance stratégique. Quant à Israël, il cherche à empêcher toute évolution qu'il percevrait comme un changement défavorable du rapport de force. Mais il faut être lucide, même lorsqu'aucune partie ne souhaite officiellement une guerre ouverte, le risque d'escalade involontaire reste réel. Dans ce type de crise, une erreur de calcul, un incident militaire limité ou une mauvaise interprétation d'un signal politique peuvent rapidement produire une dynamique incontrôlable. Oui. Alors, on vient de voir ensemble que Israël suit attentivement, bien sûr, l'évolution de la situation et, en fait, attend une décision de Donald Trump de poursuivre ou concernant surtout une éventuelle reprise des opérations militaires. Je crois qu'il faut partir d'un principe fondamental. Pour Israël, la question iranienne n'est pas perçue comme un simple dossier diplomatique, mais comme un enjeu de sécurité nationale de premier ordre. Et cela change complètement la manière dont Israël interprète chaque signal venu de Washington. Parce que les États-Unis restent le partenaire stratégique central d'Israël, notamment en matière de sécurité, de coopération militaire et de couverture diplomatique internationale. Autrement dit, lorsque les discours américains deviennent plus fermes, cela est généralement interprété comme un indicateur politique majeur susceptible de modifier les équilibres stratégiques régionaux. Et dans cette logique, une posture américaine plus dure pourrait avoir plusieurs conséquences. D'abord, elle pourrait renforcer la pression diplomatique et économique exercée sur Téhéran. Ensuite, elle pourrait encourager une posture régionale plus offensive de certains alliés des États-Unis qui considèrent l'expansion de l'influence iranienne comme une source d'inquiétude stratégique. Mais il faut être très prudent ici, parce qu'une ligne plus dure ne signifie pas automatiquement une guerre. Très souvent, dans les relations internationales, le durcissement du discours sert aussi d'outil de négociation et de levier de pression. Et c'est précisément là où la situation devient complexe. Israël cherche avant tout à éviter un scénario dans lequel l'Iran gagnerait davantage de temps ou renforcerait sa position stratégique. Tandis que Washington, lui, doit constamment arbitrer entre pression, dissuasion et coût potentiel d'une escalade régionale. Et ainsi, à mon avis, le véritable enjeu n'est pas uniquement la question d'une éventuelle confrontation, mais surtout la manière dont chaque acteur tente aujourd'hui de redéfinir les lignes rouges de la sécurité régionale. Je remercie infiniment Madame Mania El-Shafai. Je rappelle, vous êtes chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Merci beaucoup pour ces déclarations, pour ces informations. Alors, dans une ambiance festive et empreinte d'émotion, l'initiative Farhat Masr a offert à 1000 jeunes couples l'opportunité de commencer une nouvelle vie sous le signe de l'espoir et de la solidarité avec la participation de Madame Intisar El-Sisi, épouse du président de la République.